Salut à nouveau, chers amis, auditeurs et auditrices. C'est avec un plaisir constant et renouvelé que je me présente à vous encore ce soir pour partager avec vous quelques aspects importants des procédures de passation de marché de la Banque mondiale. Alors, comme nous avons eu à le voir naguère, ce soir nous avons évoqué les différentes méthodes de passation de marché pour l'emploi des consultants. Alors, comme je l'ai dit dans la phase précédente, donc dans la détermination des méthodes de passation de marché pour l'emploi ou la sélection des consultants, il y a des prérequis importants à maîtriser. Alors, quelle que soit la méthode de passation de marché pour l'emploi des consultants, alors la première des choses à faire, c'est d'abord l'élaboration des thèmes de référence. Donc, les thèmes de référence sont en quelque sorte l'équivalent des caractéristiques techniques pour un équipement ou un matériel. Donc, les thèmes de référence, c'est la description de la prestation à réaliser. Et en général, les thèmes de référence respectent une nomenclature plus ou moins classique, une nomenclature conventionnelle, généralement en 4 ou 5 parties principales, modifiables bien entendu selon la nature de la prestation à réaliser. Dans un premier temps, il faut faire le contexte et la justification de la mission. C'est-à-dire, par exemple, dans cette partie-là, la toute première partie, c'est une sorte d'introduction, c'est une sorte de synopsis. Donc, dans cette partie, il faut expliquer les motifs qui justifient le recours à cette prestation. Hein, il faut situer le contexte d'acquisition. Par exemple, si c'est l'origine des ressources, par exemple, si c'est un budget d'investissement, si c'est un projet financé par la Banque mondiale, il faut dire l'objet de l'acquisition, est-ce que vous voyez, le contexte dans lequel la sélection s'opère. Est-ce que vous voyez, par exemple, si c'est un projet de la Banque mondiale, au niveau du contexte, il faut d'abord rappeler, par exemple, que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a obtenu un don ou un prêt de la Banque mondiale. Et vous précisez, c'est l'AID ou la branche concernée, en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté et l'accélération de la croissance économique. Est-ce que vous voyez? Et dit maintenant, bon, l'objet vraiment de cette acquisition-là. Donc, et maintenant, indiquer que le gouvernement souhaite justement utiliser une partie de ces ressources-là pour pouvoir financer une étude peut-être sur les déterminants des non-remboursements dans le domaine du secteur, dans le secteur de la microfinance. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc voilà un peu dans le contexte, un peu quels sont les éléments essentiels qu'il faut faire ressortir. De telle manière, c'est le cadrage de la mission, c'est la présentation, c'est le panorama de la mission. Donc le contexte a pour objectif de recadrer la mission, de donner un visage synoptique de la mission, de telle manière que dès qu'on lit juste le contexte, on se rend compte pourquoi, on se rend compte des motifs de la pertinence de cette mission-là. Ensuite, en deuxième partie, deuxième point, dans les thèmes de référence, il y a les objectifs. Là, il faut éclater en deux. Il y a l'objectif global, qui est l'objectif macro en quelque sorte, l'objectif général. Par exemple, vous pouvez dire que l'objectif général de l'étude, c'est doter, par exemple, le gouvernement d'un outil standard ou d'un référentiel des prix. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est l'objectif général. Maintenant, ensuite, il faut déterminer de façon analytique les objectifs spécifiques. Est-ce que vous voyez? Donc les objectifs spécifiques, c'est quoi simplement? Je prends l'exemple d'un audit. Donc les objectifs spécifiques d'un audit, il faut par exemple indiquer qu'il faut vérifier les états financiers, les exercices concernés. Il faut dire les normes qui doivent être utilisées. C'est les normes par exemple IFRS, les normes IAS, les normes de BAL 2, BAL 3, la réglementation bancaire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça les objectifs spécifiques. Donc les objectifs spécifiques doivent être plus précis. Donc les objectifs spécifiques viennent compléter l'objectif général qui lui reste un objectif macro. Hein. Et ensuite maintenant les résultats attendus. Ce qu'il faut retenir dans la trame, au niveau des résultats attendus, c'est que normalement, chaque résultat attendu, il doit avoir un algorithme entre les objectifs spécifiques et les résultats attendus. De telle manière que chaque objectif spécifique doit correspondre à un résultat attendu. De telle manière que si vous avez 7 objectifs spécifiques, vous devez avoir au minimum 7 résultats spécifiques. Et maintenant, dans les résultats spécifiques, maintenant, il faut également, les résultats attendus justement, il faut faire ressortir les livrables qui sont attendus, le rapport, le reporting, sous quel format le rapport sera édité, le format papier, le format numérique, le rapport provisoire, est-ce qu'il y aura un comité de pilotage qui va valider, est-ce qu'il y aura une nature de restitution. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut organiser, donner ces éléments importants. Ensuite maintenant, il faut rappeler le planning de la mission, le calendrier initial
il faut d'abord dire combien de temps l'étude va durer. Par exemple, c'est une étude. Et le lieu où elle va se dérouler. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Ensuite, maintenant, après le planning, maintenant, vous pouvez maintenant voir le profil des consultants. Est-ce que c'est des consultants individuels? Est-ce que c'est des cabinets? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, ça, c'est les éléments basiques. Donc, ce n'est pas limitatif. Par exemple, dans le système de prestation de services informatiques, si c'est un développement, par exemple, un développement informatique, il faut préciser si c'est un développement spécifique ou bien c'est une solution clé à main avec boîte noire, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'autres points qu'on peut ajouter selon la nature et la complexité de la mission. Donc, voici un peu, quelle que soit la méthode en ce qui concerne l'emploi de consultants, la toute première des choses à faire, c'est d'élaborer les thèmes de référence de la prestation. Donc, les thèmes de référence, c'est le descriptif, c'est de décrire, c'est l'équivalent un peu du cahier de charge en ce qui concerne les équipements, les fournitures ou les travaux. Donc voici la toute première des choses qu'il faut faire, il faut déterminer les thèmes de référence. Maintenant, tout comme je l'ai dit par rapport au marché de fournitures, de travaux et des services non consultants, le budget alloué est très important pour savoir la méthode à utiliser. Mais là, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est important. Par exemple, dans les procédures de passation de la Banque mondiale, jusqu'à 0,05 millions de dollars avec un nouveau seuil, on peut par exemple employer on peut avoir une shortlist composée uniquement des firmes nationales, ce qu'on appelle la consultation nationale. Est-ce que vous voyez? Mais on va revenir un peu pour voir, voilà, donc en termes de chronologie, comment ça se passe. Donc on élabore le thème de référence. Après avoir établi le thème de référence, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le processus de sélection des consultants, il y a l'avis à mention d'intérêt qui est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on élabore le thème de référence, on lance maintenant un avis à mention d'intérêt, qui est un avis généralement public dans les journaux, où là on demande aux candidats éligibles ou intéressés de manifester leur intérêt et dès qu'ils reçoivent leur dossier. Aujourd'hui, les procédures sont simplifiées. La mention d'intérêt, les gens peuvent envoyer leur dossier par email, c'est accepté. Donc on établit une short liste de 6 candidats généralement. Ça s'appelle le cabinet ou le consultant individuel. Donc 6 candidats, la Banque mondiale dit au moins 6 dans la mesure du possible. Est-ce que vous voyez? Et c'est à ces 6-là maintenant là qu'on envoie la demande de proposition, l'équivalent du dossier d'appel d'offres. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la sélection des emplois, dans la sélection des consultants, il y a 2 éléments à retenir. Il y a la sélection des cabinets et la sélection des consultants individuels. La manifestation d'intérêt n'est pas obligatoire. Par exemple, pour sélectionner les consultants individuels, on n'est pas obligé de faire un avis à manifestation d'intérêt. Si on a une base de données fournisseurs dans laquelle on a des consultants individuels qui ont déjà été utilisés, qui ont été évalués et dont les performances ont été satisfaisantes, on peut directement identifier 3 consultants individuels à qui on envoie les thèmes de référence pour recevoir les référents techniques là, et on négocie avec le plus avantageux. Donc, par contre, si c'est des cabinets, également, il y a des méthodes pour lesquelles l'avis à mention d'intérêt également n'est pas obligatoire. Il y a par exemple la méthode qu'on appelle la sélection basée dans le cadre d'un budget déterminé. Donc, la sélection basée dans le cadre de la sélection fondée sur les qualifications des consultants. Pour cette méthode-là, par exemple, c'est des méthodes de très faible valeur. Vous voyez, c'est des missions moins complexes pour lesquelles les consultants individuels même peuvent intervenir. Donc pour cette méthode-là, on n'est pas obligé de faire un avis à mention d'intérêt. Par contre, les autres méthodes que nous allons voir, la méthode de référence qui est généralement utilisée pour l'emploi des consultants en ce qui concerne le cabinet, c'est ce qu'on appelle la sélection basée sur la qualité technique et le coût. Alors, dans cette méthode, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avis à mention d'intérêt est obligatoire. Donc, vous faites vos thèmes de référence, vous lancez votre avis à mention d'intérêt, généralement c'est 2 semaines, vous recevez les dossiers, vous analysez et vous présélectionnez 6 cabinets à qui vous envoyez la demande de proposition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évaluation se fait en 2 temps. Dans un premier temps, on analyse les positions techniques sur la base des scores, bien entendu. Le score, il y a un seuil qui est fixé un seuil d'évaluation technique, c'est-à-dire une note qu'on attribue dès le départ. Ça peut être généralement 85, 90, 75, 70. C'est-à-dire qu'au plan technique, il y a 3 principaux critères qu'on utilise pour analyser les positions techniques. Il y a ce qu'on appelle la capacité organisationnelle des consultants, des cabinets. Il y a l'approche méthodologique et le plan de travail. Il y a les expériences et les qualifications des personnels clés. Et ensuite, il y a un 4e critère qu'on utilise de plus en plus, c'est le transfert de technologie ou de transfert de compétences.
Donc l'ensemble de ces trois critères, généralement, est noté sur 100 points. Donc dans cette méthode, l'évaluation se fait en deux temps. Donc lorsque les candidats soumettent à l'étape de la sélection finale, le comité mis en place analyse les propositions techniques, note les propositions techniques. Le comité, normalement, l'évaluation, chaque membre du panel note individuellement. Et après, ils se retrouvent en panel, ils font le consensus et ils font l'arbitrage avec les commentaires, ils font ressortir les points forts, les points faibles. De cette base maintenant, si le seuil de qualification était de 85 par exemple, tous les cabinets, si par exemple 6 cabinets avaient été, les 6 cabinets ont répondu, sur les 6 cabinets, tous ceux qui n'ont pas pu obtenir la note de 75 points et de 85 sur 100, on n'ouvre pas le prix financier. Et maintenant, parmi ceux qui ont par exemple le score technique requis 85 sur 100, on ouvre les prix financiers et maintenant on regarde celui qui a le montant le plus bas. Et on calcule ce qu'on appelle le score financier. Ça, théoriquement, c'est un peu difficile à comprendre, mais je pense qu'avec les cas pratiques, je vais envoyer un exercice pratique et puis je vais vous expliquer calmement comment ça se passe. Donc, on calcule le score financier et à l'aide d'une formule. Donc, généralement, celui qui a le score, le montant financier le plus bas, il a son score financier 100. Donc, les autres candidats, on calcule leur score financier sur la base d'une formule où on fait 100 fois le montant de la position la plus basse divisé par le montant de l'offre considérée. Sur cette base maintenant là, bon, on a le score financier et ensuite on fait une combinaison. C'est-à-dire que le score financier généralement est pondéré à 80%, 85% et le score financier à 20%. Et on pondère les scores techniques, les scores financiers et ensuite on fait la somme maintenant entre les scores techniques pondérés et les scores financiers pondérés. Et à la fin maintenant, c'est parmi les candidats en liste, celui qui a la note globale la plus élevée, c'est à lui que le marché est attribué. Donc voilà cette méthode-là, comment elle se perd de façon résumée. Il y a une deuxième méthode qu'on appelle la sélection au monde court, que les anglophones appellent least cost selection. Donc dans cette méthode-là, lorsqu'on analyse les positions techniques, on note, on part toujours du principe que tous ceux qui n'ont pas le score technique minimal requis, on ouvre par le prix financier. Mais cette méthode est la plus facile. Maintenant, parmi les candidats qui ont le score financier et le score technique requis, celui qui a le montant financier le plus bas, c'est à lui qu'on attribue le marché. Donc en général, ces genres de missions, c'est généralement les missions de routine, où il y a des normes, par exemple les audits, si vous voyez, où il y a des référentiels de base, où on n'a plus besoin, par exemple, d'experts comptables. On sait qu'un cabinet d'expertise comptable, son métier de base, c'est de faire des audits et le commissariat aux comptes. Donc a priori, on suppose que si un candidat a pu avoir le score technique minimal requis, normalement sur le plan financier, il devait être en mesure de faire le travail. Ce qu'il faut retenir de très important, c'est les négociations. Dans les marchés de prestations intellectuelles, les négociations sont obligatoires, quelle que soit la méthode. Même avec les consultants individuels, même en entente directe, les négociations sont obligatoires. Et les négociations ont lieu en deux temps. Il y a les négociations techniques et les négociations financières. Les négociations techniques consistent vraiment à passer en revue les thèmes de référence, le planning initial, les qualifications des personnels clés pour voir un peu par rapport à leur profil. Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on lance une demande de proposition avec un calendrier initial, le temps d'évaluer les plis, généralement il y a un décalage. Donc les négociations techniques permettent effectivement de redimensionner la mission. Par exemple, si la mission devait démarrer un 1er juin et qu'on a eu un retard, donc on essaie d'affiner le calendrier et puis on peut le remettre peut-être à un mois, décalé de 2 semaines. On fait une réunion de cadrage, on fait une modification. Il y a le personnel clé, par exemple. On peut voir, dans le personnel clé, il arrive souvent que du fait du décalage de la mission, les experts qui étaient positionnés peut-être ne sont pas disponibles. Donc il faut voir avec le consultant pressenti comment faire en sorte qu'il puisse proposer d'autres candidats qui ont un niveau équivalent ou supérieur. Donc voilà un peu les négociations techniques. Sur le plan financier, les négociations financières permettent un peu de voir la question des taxes complémentaires qui sont dans les pays. Est-ce que vous voyez? Voir un peu la prise en charge des frais remboursables. Est-ce que vous voyez? Mais attention, les négociations financières n'ont pas pour objet de toucher aux prix unitaires qui ont été déjà comparés. C'est-à-dire que dans les principes de la passion des marchés, aussi longtemps que les prix unitaires ont été comparés dans le cadre d'une compétition, on n'a pas le droit de les modifier, sauf si nous sommes dans le cadre d'une entente directe. Donc il faut retenir que les négociations financières n'ont pas pour objectif, en tout cas dans les procédures de la Banque mondiale, de procéder à des ajustements sur les prix unitaires. Par exemple, je donne un exemple factuel. Je prends une institution, par exemple comme la Banque mondiale ou UNICEF, qui a des partenariats avec les hôtels.
Donc pour un consultant qui vient d'Australie, qui doit venir par exemple à Dakar ou à Abidjan. Donc je suppose que l'UNICEF a des contrats avec de grands hôtels de la place. L'UNICEF, compte tenu du fait qu'ils voyagent beaucoup, ils ont leur propre implant. Donc au lieu de demander au consultant de payer le billet à son tour, donc l'UNICEF peut choisir d'émettre le billet d'avion au nom du consultant. Comme ils ont leur implant, ça va devenir moins cher. De prendre en charge le logement du consultant dans un hôtel avec lequel ils ont des tarifs préférentiels. Donc ça leur permet de faire une petite économie d'échelle sur l'offre globale du candidat. Donc c'est ça un peu l'objectif des négociations financières. Donc ça permet justement aussi de voir les taxes complémentaires. Est-ce que vous voyez, les taxes complémentaires, généralement pour les grandes organisations internationales, donc ces organisations bénéficient d'une exonération. Donc c'est de voir un peu les taxes complémentaires, les taxes communautaires, comment les prendre en charge. Donc c'est l'objectif des négociations financières. Donc ces négociations-là, elles sont quasi systématiques pour toutes les méthodes de sélection des consultants. Ensuite, il y a une autre méthode qu'on appelle sélection basée sur la qualité du consultant. Donc sélection basée sur la qualité du consultant, le mécanisme, le mode opératoire reste toujours le même. C'est-à-dire on fait avis mention d'intérêt, on fait les TDR d'abord, on fait avis mention d'intérêt, on fait la shortlist, on détermine les critères d'évaluation technique, et puis on évalue sur le plan technique. Et là, ça se fait de deux manières. Dans un premier temps, on peut ne même pas demander au candidat de faire des positions financières. On leur demande juste d'envoyer les positions techniques. Et quand on note, on évalue, maintenant on va demander uniquement au candidat qui est techniquement classé premier. C'est à lui seul qu'on demande maintenant d'envoyer ex post une proposition financière et on passe aux négociations. Il faut retenir à chaque fois que les négociations peuvent échouer, c'est-à-dire comme il y a un classement, si les négociations échouent avec le premier candidat, on passe naturellement au deuxième. Maintenant, deuxième hypothèse pour ce qui concerne la méthode de sélection basée sur la qualité, c'est qu'on peut demander dès le début d'envoyer des positions techniques et financières. Mais, à l'issue de l'analyse technique, on ne va ouvrir que la position financière du candidat classé premier et engager des négociations avec lui. Ce n'est que si les négociations échouent qu'on peut passer au deuxième. Donc, généralement, cette méthode est utilisée pour des études vraiment très complexes, notamment les études cadastrales, minières, vraiment qui nécessitent beaucoup d'ingéniosité. Des études de pointe où vraiment on doute même vraiment de la possibilité de trouver des candidats qualifiés. Donc il y a aussi d'autres méthodes qu'on peut voir. Il y a la sélection basée sur un budget déterminé, si vous voyez, la sélection fondée sur les qualifications des consultants. Donc c'est dans le module, vous pouvez le voir à tête reposée. Donc voici un peu de façon vraiment synthétique, vraiment l'ossature des procédures de sélection des consultants. Il faut aussi retenir que dans cette méthode-là, l'entente directe est aussi possible. Donc l'entente directe est possible aussi, quelle que soit la méthode utilisée. Ça dépend du contexte et des conditions spécifiques particulières dans lesquelles l'entente directe est sollicitée. Donc ce qu'il faut retenir in fine, c'est que dans l'emploi des consultants, première des choses, il y a le thème de référence qu'il faut faire. L'évaluation se fait en 2 temps. Les négociations sont pratiquement obligatoires. Et là, c'est très important. Donc, n'oubliez pas également que ici, à cette table aussi, les recours peuvent intervenir. Si vous voyez. Donc, il est très important, les thèmes de référence, vraiment, de les élaborer de manière la plus précise possible, afin d'éviter toute faute d'ambiguïté lors de l'analyse technique ou la phase d'analyse financière. Donc, chers amis, ça a été un plaisir renouvelé. Je suis sûr que vous allez aimer cette vidéo et j'espère vous retrouver encore très nombreux bientôt et que nous pourrons poursuivre ensemble notre marche. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.